Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 56 minutes synthèse, le résumé complet de l'actualité de la semaine sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Tout de suite, les points à développer. Les 6 entités de l'opposition politique sont attendues par le président de la République à l'hôtel Caribé à Pétionville le 12 novembre prochain, dans le cadre des consultations politiques visant à trouver une issue à la crise préélectorale. Jeudi et vendredi de cette semaine, Michel Martelly a reçu des représentants du secteur dit populaire, ainsi que 14 représentants de la société civile. Bras de fer entre l'exécutif et le législatif, le directeur général de la PNH a boudé la convocation de la commission justice et sécurité du Sénat ce mercredi, pourtant déjà reportée à 2 reprises. Un geste interprété comme une déclaration de guerre par des membres de la commission qui ont fixé une nouvelle convocation au 19 novembre prochain. Dans l'actualité également, le bilan partiel des inondations provoquées par les récentes averses sur le département du Nord fait état de 6 morts, plus de 14 maisons inondées et autant de familles sinistrées. Le gouvernement mobilise 34 millions de gourdes pour apporter de l'aide. Le président de la République et le Premier ministre se sont rendus dans le département jeudi pour constater l'ampleur des dégâts et coordonner l'aide gouvernementale aux sinistrés. Signature vendredi d'un accord de dons estimé à 24 millions de dollars américains entre la ministre de l'économie et des finances et l'envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti. Un financement additionnel destiné à soutenir le projet Éducation pour tous du gouvernement haïtien. Inauguration ce mardi de l'hôpital La Providence des Gonaïves par la Première Dame et la ministre de la Santé publique. Le Canada a financé la construction, l'équipement et la mise en œuvre d'un programme d'appui à la gestion de cet hôpital à hauteur de 30 millions de dollars environ. Le développement de ces titres après la pub. Alekile ak spécial promotion Top Up Natcom là, sorti mardi pour le jeudi, depuis yon moun lot bot le recharger en 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun qui recevoir rechargement en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le les familles lot bot pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les petits moun yo gâtil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la mes amis faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département qui est distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les petits moun yo gâtil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le développement du journal. Comme annoncé, poursuite des consultations politiques entre le président de la République et les différents secteurs de la vie nationale. Jeudi, Michel Martelly a rencontré des acteurs appartenant au secteur dit populaire. À l'issue de la rencontre, Michel Martelly s'est dit satisfait des échanges. Vendredi au Palais national, le président Martelly a discuté avec 14 représentants de la société civile signataires de la note du 22 octobre dernier. Parmi eux, des représentants de l'Église catholique romaine, du Conseil des États, des acteurs non étatiques, du secteur privé des affaires, de l'initiative de la société civile, d'organisations de défense des droits humains. Michel Martelly a rappelé que l'idée de la consultation politique tente à s'enquérir de la tendance de tous les acteurs de la société avant d'en faire une synthèse le 18 novembre prochain en vue de trouver une issue à l'impasse politique actuelle. Le président Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. Et fond discussion, même toujours content que nous faisons rencontre et toute rencontre a servi à arriver au côté de la crise là.
Maintenant, après, rater acteur, ils vont aller là, puis de nous, parce que c'est eux-mêmes. Qui ça qui plus ou moins nous a dit? Non, et dans la discussion, dans la discussion, chaque monde a exprimé position pour nous comprendre et pour nous avancer. La porte-parole du réseau national de défense des droits humains, Marie-Hélène Gilles Collat, qui participait à la rencontre de vendredi, dit y avoir exprimé les préoccupations du RNDDH par rapport aux dangers qui planent sur le pays après le deuxième lundi de janvier 2015. Nous avons conseillé à l'exécutif de tout mettre en œuvre en vue d'éviter de diriger par décret et aussi pour préserver les acquis démocratiques, a dit Marie-Hélène Gilles Collat. On l'écoute. On lettre dans le mois d'août là, de par rapport avec préoccupation pour ça qui a bien qui donc nous devons là ensemble avec eux parce que nous sommes capables de montrer et puis discuter aux préoccupations par rapport à ça qui a venu nous dans l'année 2015 là. Donc on a déjà une insécurité jeudi qui apprend en vitesse supérieure, il y a des prisonniers politiques, l'état la justice là, j'ai utilisé la justice là avec la police là pour capable persécuter des citoyens. Nous avons toute préoccupation ça et nous croyons que le pays n'est pas capable de gérer par décret, genre que nous sentons la lumière parce que acquis démocratique nous obligés Kembe. Donc nous devons chita là pour montrer bonne volonté organisation de la société civile là pour chita avec le président et pour nous capable voir comment organisation ça capable faire le pont pour avoir un dialogue sincère en différents partis pour nous que si le pays est capable de sortir de la crise ça que lié jeudi. Et en prépare lui aussi à la rencontre avec le chef de l'État au palais présidentiel, le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, René Desroches, a rapporté avoir insisté sur les obligations faites par la Constitution haïtienne aux parlementaires lors des discussions. M. Desroches revient sur la nécessité pour l'exécutif et le législatif d'harmoniser leurs relations et de parvenir à un agenda d'activité pouvant conduire le pays sereinement vers le 12 janvier 2015. René Desroches au micro de Jasmin Denis. Nous souhaitons nous recommander pour que nous joignions une solution avant 12 là. Parce que nous tenons à ce que tout pouvoir toujours remplir le rôle. Nous pas du tout dans l'idée que un pouvoir pour approprier l'attribution de l'autre pouvoir parce que la Constitution établit structure l'État, il faut que gagne un exécutif qui exécute les instructions, sa chambre des Sénat ou bien chambre des députés à voter, il faut qu'une assemblée nationale, n'est-ce pas, qui est toujours en fonctionnement. C'est ça la Constitution a demandé et nous-mêmes nous tenons à ce que c'est ça qui kembe. Donc c'est pour ça que nous pensons que entre jeudi et le 12 janvier, il faut que tout effort fait pour que nous soyons capables de joindre une solution avec le Sénat et nous recommander que si tu attendais ça, les fait que un agenda qui définit entre l'exécutif et le Sénat de telle sorte que nous sommes capables de joindre une solution à crise et pour nous capables de gagner toute instance l'État qui continue à fonctionner. Et toujours au chapitre des consultations politiques, sachez que les 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition sont invités à rencontrer le président de la République à l'hôtel Caribé à Pétionville le 12 novembre prochain. L'annonce a été faite jeudi par le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. On l'écoute. Le président Martelly écrit à Monseigneur Guillaume Poula pour dire que il recevoir les avec un pile satisfaction et il fait suite à requête liée, même Jean le 22 novembre, le 22 octobre, pardon, il y a une correspondance qui était déjà adressée à la société civile là. Donc, il renouvelait volonté pour lui rencontrer donc avec Monseigneur Guillaume Poula et puis 13 représentants dans la société civile là. Et rendez-vous ça, l'IBAI pour vendredi 7 novembre là, dans le Palais national à 10h30. Chef l'État a relancé invitation qu'elle a lancée déjà par 6 partis politiques qui eux-mêmes ont représenté dans le Parlement. Première fois, tu as gagné un petit problème, si vous voulez, parce que tu as une confusion, correspondance là, tu allais joindre le sénateur Gentil dans le Parlement, alors que lui-même, il tape tant dans le local parti contre la PEP, ce qui fait que tu as un avortement de rencontre ça. Le président Martelly
était présent lui-même dans le Caribbean Convention Center, eh bien, le président Martelly lancé une nouvelle fois invitation au groupe des 6 partis politiques ayant leurs représentants au Parlement, les représentants qui refusent, je le précise, de voter l'amendement à la loi électorale plus de 220 jours après. Et invitation ça, c'est pour jour capé mercredi 12 novembre 2014 là, à 11h dans Caribbean Convention Center. Entre-temps, des chefs de partis membres des 6 entités politiques de l'opposition continuent de dénoncer, je cite, un plan du président Martelly soutenu par une frange de la communauté internationale visant à instaurer la dictature dans le pays. Jonas Kofi, leader du parti haïtien pour Haïti, qui dit condamner les arrestations politiques et le non-respect des échéances électorales connues par le régime en place, exhorte le président Martelly à emprunter la voie démocratique afin d'éviter un chaos en 2015. Retour dans ce numéro de 56 minutes synthèse sur la participation du président Martelly à l'émission internationale de TV5 Monde aux côtés des journalistes Philippe Dessin, Sophie Malibo et Paolo Maranagua lors de sa tournée européenne à la fin du mois d'octobre. Michel Martelly, qui lors de son intervention à cette émission avait une fois de plus rejeté toute responsabilité dans la non-tenue des élections en Haïti. Le président Martelly a dit reconnaître son impuissance face au blocage politique actuel, affirme vouloir attendre le 2e lundi de janvier 2015 pour trouver la meilleure formule pour pouvoir réaliser les élections dans le pays, réagissant sur la question de prisonniers politiques en Haïti. Et concernant les manifestations de rue dans le pays, Michel Martelly a déclaré, je cite, que les 500 à 1000 personnes qui manifestent sont loin de pouvoir renverser son régime, estimant que son pouvoir bénéficie de la confiance populaire. Je peux vous dire que si les élections n'ont pas lieu d'ici le 12, le 12 janvier 2015, ouais. Ce qui va nous amener à un dysfonctionnement de la Chambre, du Parlement. L'article 136 de la Constitution prévoit que le président est garant de la bonne marche des institutions. Ouais. Ce n'est pas un article qu'on utilise quand tout marche. Aujourd'hui, les institutions sont en place. C'est aux institutions de faire leur boulot. Certains estiment que vous traînez des pieds et que, en fait, vous attendez d'en arriver à ce stade où vous pourrez, en fait, gouverner par décret. Si l'argent est débloqué, l'institution, le CEP est mis en place, l'exécutif n'a plus rien à voir que de convoquer le peuple en sa comice quand le CEP a ce outil électoral qui est la loi électorale. Et qui n'existe pas d'ailleurs. La preuve que je veux aller aux élections, c'est qu'une fois qu'on arrivera à un dysfonctionnement, ma première décision sera de convoquer les élections. Donc vous attendez déjà d'arriver au dysfonctionnement. Vous savez d'ores et déjà que vous ne pourrez pas l'éviter. Je suis peut-être à mon 4e dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale. Est-ce que c'est un vrai dialogue ? Un vrai dialogue. Un vrai dialogue. D'ailleurs, la preuve, on m'a demandé un gouvernement d'ouverture, j'ai envoyé des ministres, j'ai ouvert à l'opposition. On m'a à chaque fois demandé un nouveau conseil, je l'ai fait. Donc, Michel Martelly, vous nous dites, si les élections n'ont pas lieu, je n'y peux rien en tant que président. Non. Et le moment venu, je les organiserai si on est en crise. Je n'y peux rien en ce moment, parce qu'un pouvoir, revenez pas, c'est de forcer le Parlement à voter. D'ailleurs, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ils n'ont pas voté non à la loi électorale. Ils ne tiennent pas de séance. Donc là, ça vous dit tout simplement que c'est une idée de blocage de leur part. Interview qui a fait couler beaucoup d'encre dans la société haïtienne. Certains estiment qu'Haïti est sorti amoindri de cet exercice du président Martelly avec les 3 journalistes. Le quotidien Le Nouvelliste assimile à un calvaire cette participation de Michel Martelly à l'émission internationale. Le sénateur Francisco de la Cruz lui croit que le président Martelly n'était pas en mesure de comprendre que les 3 journalistes, Philippe Dessin de TV5 Monde, Sophie Malibo de RFI et Paolo Maranagua de Le Monde, ces derniers voulaient indirectement montrer au chef de l'État, je cite, que son refus d'organiser des élections en Haïti depuis 3 ans, la restriction de la liberté d'expression ainsi que des arrestations politiques effectuées au cours de son mandat sont le signe de l'instauration d'une dictature en Haïti. Le sénateur de la Cruz au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. C'est une belle interview. Nous disons une belle interview, c'est pour démontrer l'importance que ça gagne. Là, on pose des questions pour que ça ne va pas produire des Haïtiens à la trempe de toute son ouverture.
Ça veut dire quoi? Il ne peut pas dire président de manière directe, tendance comme dictateur ou bien ça le faire dans le pays, puisqu'on ne peut pas organiser l'élection, la liberté d'expression, pour que ça ait une manifestation, il y ait des arrestations arbitraires. Peut-être qu'il n'a pas essayé de déduire, mais en un mot, on lui a tout dit. Et une autre question qui est très importante, est-ce qu'il n'est pas trouvé curieux pour gagner un haut fonctionnaire de haut vol qui entre aux États-Unis, qui entre en Haïti, qui c'est Tom Shannon? Et pendant que lui-même était dehors, naturellement là, il parle d'ingérence. Il ne parle pas de ça directement. Son façon, il ne va pas dire curieux, il ne va pas dire humiliant, gênant. Pourquoi on est son président? Il y a un minimum de respect. Mais quand même, une autre façon de dire de manière très sage. Mais si vous dites ça de manière, il n'est pas obligé de dire ça de manière diplomatique. Et là encore, il n'a pas le même courage de dire que ce n'est pas gênant, ce n'est pas ingérence. Au contraire, son paysan, il faut aider nous. Donc c'est une attitude irresponsable même du président de la République d'organiser les élections. Et aller dans Burkina Faso, je vous montre que tendance dictatoriale là. Mais lui-même pas essayer de cerner pour qui ça, il t'a posé des questions comme ça. Et pourtant, interrogé sur la prestation du chef de l'État au micro de TV5 Monde, RFI le 31 octobre dernier, Lucien Jura, porte-parole de la présidence, a estimé que Michel Martelly a répondu en fonction de la réalité haïtienne. Écoutons les déclarations de Lucien Jura. C'était donc 3 journalistes seniors qui ont interrogé le président Martelly sur un ensemble de sujets. Et espace ça, pour le monde qui est habitué avec lui, son espace qui d'abord a comme vocation pour le mettre l'interviewer lui-même devant la scène. Et l'interviewer, c'était le président de la République, son ensemble de sujets en rapport à l'actualité haïtienne. Et le président Martelly, avec le même naturel qu'on le connaît, de répondre aux questions. Peut-être ça pas certains monde t'a espéré, peut-être qu'il te répondent, mais il répond en fonction de la réelle haïtienne actuelle. Et à chacun peut-être son interprétation, mais l'on aura compris finalement que le président de la République était resté égal à lui-même et encore une fois a fait honneur à la nation à travers cette prestation au micro de 3 journalistes seniors. La continue avec série de pourparlers et conformément à communiqué qui sorti dans la semaine passée là, au plus tard le 18 novembre, série de consultations a bien pour prendre fin. Parce que nous songeons déjà des rencontres qui étaient avortées, notamment avec les partis politiques ayant leurs représentants au niveau du groupe des 6, parce que c'était un problème de coordination, de planification, pas un problème pour que, par exemple, de nouvelles invitations à joindre le secteur SAO. Et puis il y a d'autres acteurs au niveau politique également qui viennent pour consulter. Mais au moment où nous parlons, il y a des avancées sérieuses qui commencent à être faites au niveau du cabinet de la présidence par rapport à un ensemble de propositions, de suggestions pour voir comment nous sommes capables de joindre le bout du tunnel. Et suite aux récentes déclarations du chef de l'État Michel Martelly en France, annonçant la gouvernance par décret à compter du 2e lundi du mois de janvier 2015, les organisations haïtiennes de promotion et de défense des droits humains ont conjointement signé une note pour s'opposer à cette décision. S'appuyant sur la Constitution de 1987, le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, Jean-Baptiste Azolin, a rappelé que gérer le pays par décret est une démarche anticonstitutionnelle. Jean-Baptiste Azolin a formulé des alternatives au micro de Fridjine, Vanessa Dolciné et Mathieu Ephésien. La question gouvernée par décret sont questions justement qui est anticonstitutionnelle parce que la Constitution de 1987 là disons déjà sous question gouvernée par décret. C'est une disposition transitoire qui te prévoit dans le cadre de transition démocratique là. Et une fois nous passons stade et CNG a normalement pas doué gain aucun gouvernement après ça qui t'a gagné pour gouverner par décret. Donc situation ça justement c'est pour bagaille qui légal, qui constitutionnel. Si un gouvernement, un président décidé de faire immédiatement et violer la Constitution, immédiatement tomber dans l'inconstitutionnalité. Et à ce niveau-là, il n'est pas dit encore pour les chefs d'État
parce que chef d'État, justement, au moment de sa prestation de serment, lui sémenté pour lui respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Une crise côté de élection qui était faite depuis plus de 3 ans, qui n'a pas jamais fait. Et nous arrivons à un moment côté gain 2 tiers dans l'Assemblée nationale nous qui peut aller, dans la Chambre Sénat qui peut aller, et au gain une Chambre députés qui peut aller inexistant. Mais malheureux, mais de toute façon, il y a quand même un tiers du Sénat qui sera là et qui quand même à un moment donné est capable de jouer un certain rôle pour éviter question et gouverner par décret. La séance de convocation du directeur général de la PNH, Godson Aurelius, au Sénat de la République, initialement programmée au 23 octobre, puis reportée à 2 reprises, n'a pas eu lieu comme prévu ce mercredi. Le DG de l'institution policière a brillé par son absence, un geste que les membres de la commission justice et sécurité du Grand Corps interprètent comme un manque de respect. La commission sénatoriale a tenu une réunion ce mercredi dans l'objectif de lancer une nouvelle convocation au numéro 1 de la PNH le 19 novembre prochain. En ce sens, le président de la dite commission, le sénateur Pierre-Franqui Exeus, promet d'écrire sous peu à Godson Aurelius pour lui informer de cette nouvelle convocation. Le sénateur Pierre-Franqui Exeus au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. C'est dommage, directeur général PNH là, journée jeudi, elle va reconnaître que ce Sénat te bal pouvoir ça. Et c'est même Sénat ça qui vient ratifier. Après le Sénat te vient ratifier, il a passé 2 mois, il va t'installer. Et c'est même Sénat ça qui t'a convoqué CSPN. Après convocation CSPN, eh bien, là, nous avons pris un rendez-vous 12 décembre, il a été installé directeur général PNH là. Jeudi, nous comprenons, après plusieurs proches du gouvernement, tels que Kepler Augustin, Glessé Delva, en pile là-dedans, du directeur général là pour pas descendre, vient répondre à l'engagement qu'il te prend devant la commission. Jeudi, directeur général PNH là, montrer que les pas prendre l'ordre dans mes Sénat, les prend l'ordre seulement dans mes premiers ministres, président de la République et tout l'autre conseiller président. Donc nous-mêmes au niveau commission, nous dénonçons le comportement de M. Godson Aurelius. Cependant, comme il était pris engagement aujourd'hui, il demandé pour venir dans 15 jours, je vais consulter les collègues et moi-même je vais revoir l'autre correspondance encore pour mardi qui a mardi 18 novembre c'est congé, pour mercredi 19 novembre pour nous convoquer le directeur général PNH là, pour nous connaître est-ce que le Sénat n'a pas de pouvoir sur lui encore. Rappelons que le 28 octobre dernier, Godson Aurelius s'était présenté par devant la commission justice et sécurité du Grand Corps pour solliciter un nouveau report au 5 novembre de sa convocation au Sénat de la République à cause de mal de gorge dont il souffrait, laquelle séance prévoyait que le DG et d'autres hauts gradés de la police haïtienne s'expliquent notamment sur le comportement des agents de la PNH lors des manifestations de l'opposition, en particulier celles des 17 et 26 octobre dernier. Également dans l'actualité, c'est dans l'idée d'informer et de former que le corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO a organisé un exercice de simulation pour démontrer à la population ses méthodes d'intervention lors des manifestations de rue. Masques à gaz, camions anti-émeutes, bâtons sont entre autres matériels utilisés par les agents de l'ordre à l'occasion de cet exercice réalisé ce lundi sur la cour de l'école de police à Frères. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Par cet exercice de simulation, le corps d'intervention pour le maintien d'ordre, CIMO, voulait démontrer la façon d'intervenir en cas de dérapage lors des manifestations. Gaz lacrymogène, chlorobenzylidène, malononitrile, colorant, bref, autant d'instruments mondialement reconnus par les forces de l'ordre qu'utilise le CIMO pour réprimer la violence, explique le commissaire municipal Paul Ménard. C'est des bases standards conventionnels que nous avons utilisés. Je ne vais pas entrer dans une logique saoudite, moi je vais seulement. L'utilisation de la force, c'est un barrage qui fait par nécessité, ce n'est pas par plaisir. Sur la cour de l'académie de police à Frères, ils étaient plusieurs dizaines d'agents jouant le rôle de vrais manifestants, reprenant des refrains. Lançant des pierres, érigeant des barricades de pneus enflammés.
Ici, on est en présence d'une vraie manifestation improvisée, de quoi susciter une intervention des agents de l'ordre. Au porte-parole de la PNH de préciser, l'usage de la force n'est intervenu que quand les agents de l'ordre le jugent nécessaire. Nous avons un peu de spéculation tout, sur la nature et instruments classiques de maintien d'ordre qui est utilisé. Donc nous voulons que, à travers la presse, que le public connaisse que type d'éléments que nous utilisons dans le maintien d'ordre, c'est des instruments classiques de maintien d'ordre qui sont utilisés de tous côtés. Et pour maintenir l'ordre, un camion équipé de lance à eau est stationné sur la cour. Comme pour calmer la fureur de vrais manifestants, on fait activer la machine anti-émeute et les manifestants se replient. Mais d'aucuns s'interrogent sur les conséquences du gaz lacrymogène et le chlorobenzylidène malononitrile sur la santé de la population. Alors que l'usage du dit gaz est très fréquent ces jours-ci, le porte-parole de la PNH prédit des jours difficiles. Je l'ai dit dernièrement, là que gain tension politique, force de maintien d'ordre est très éprouvée. Et nous attendons que dans le jour qui vient, nous avons tout très éprouvé. Autre information, le juge Lamar Bélizaire a décidé mercredi dernier de ne pas auditionner Odigé Biron et Rony Timothée, membres du regroupement Force patriotique de la constitution de l'opposition, comme prévu. Les deux prévenus n'entendaient pas répondre aux questions du juge en absence de leurs avocats, dont André Michel et Newton Saint-Just, deux membres du Conseil de la Défense à qui ont été interdits d'accès au cabinet du juge instructeur Lamar Bélizaire. Une décision que le juge Lamar Bélizaire justifie par le fait que Maître André Michel, lui aussi, serait inculpé dans le cadre du même dossier. Rappelons qu'Odigé Biron et Rony Timothée ont été arrêtés lors d'une manifestation de rue à Port-au-Prince, organisée par l'opposition le 26 octobre 2014. L'incitation à la violence et la destruction de biens sont les charges retenues contre eux. Autre point à cette édition, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Julie Brutus, dénonce les mauvais traitements infligés par les autorités des Bahamas aux Haïtiens en situation irrégulière sur leur territoire, notamment à leurs enfants placés en détention avant d'être rapatriés en Haïti. Lors d'une conférence de presse à la primature vendredi, Julie Brutus a rapporté avoir partagé les préoccupations du gouvernement haïtien sur le sujet avec l'ambassadeur des Bahamas accrédité à Port-au-Prince et du coup, demander qu'un traitement plus décent soit accordé aux Haïtiens, faisant les frais des nouvelles lois migratoires bahaméennes, particulièrement les enfants. Julie Brutus au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Hier, des points d'initiative en tant que ministre des Affaires étrangères, convoqué l'ambassadeur de Nassau Bahamas à Port-au-Prince, de Bahamas à Port-au-Prince, pour nous débattre la position du gouvernement. M'a répété ça, moi dit à l'ambassadeur de Bahamas. Nous respecter la souveraineté du peuple bahaméen. C'est leur territoire, ils doivent faire ça en dans territoire. Mais nous sommes très préoccupés devant le traitement qui fait à un pile de monde haïtien qui vivent avec Paris-Wana sous Bahamas, un pile que tu as arrêté, pour les mettre dans un centre de détention. Pour nous-mêmes, ils ont été trop loin. Et nous demandons à ce que vous corrigez la question ça, puisque faut que nous fassions tout ça possible dans le cadre des bonnes relations qui ont toujours existé entre les deux gouvernements pour que un traitement beaucoup plus décent qui fait vis-à-vis des enfants des Haïtiens nés à Bahamas. En fait, pour qui ça yo et pour c'est parce que selon la nouvelle disposition prise, les nouvelles dispositions prises par le gouvernement de Bahamas, toute petite haïtien qui pas de papier, Timon Sayo a expulsé autour ici en Haïti, il pas arrêté même si c'était fait à Nassau Bahamas, il pas arrêté à Bahamas. Donc nous très préoccupés devant certains traitements que yo bail à Timon Sayo. Dans cette édition également, le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte à la tête d'une importante délégation composée entre autres des ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Communication, se sont rendus ce jeudi dans le Nord en vue de constater l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations ayant entraîné la mort de 5 personnes dans le département. Une visite de moins de 24 heures de terrain qui visait également à trouver la bonne formule pour accompagner la population sinistrée. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry.
Jusqu'à hier jeudi, certaines rues de la ville du Cap-Haïtien étaient couvertes de boue. Et en dépit de leurs difficultés, des milliers de Capois, pour la plupart sinistrés, sont sortis pour accueillir le président de la République et le premier ministre haïtien, venus apporter de l'aide aux victimes. Aidés de plusieurs ministres, les deux chefs de l'exécutif se sont joints aux distributions des kits alimentaires et hygiéniques. Le constat du président Martelly est que beaucoup de familles capoises habitent des quartiers situés au-dessous du niveau de la mer. Soit niveau des mouvements au-dessous du niveau de la mer, il y a deux côtés, c'est parce que par gain de nage, il y a deux côtés, nous avons monnaie pour descendre le budget à l'entraînement. Donc il y a différentes réponses qui doivent préparer pour différentes zones. Pour le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, les dégâts sont énormes. Le chef du gouvernement promet en ce sens de renforcer les capacités du système national de gestion des risques et des désastres. On a DPC, moyen que le besoin pour faire travail là. Et l'objectif là, était le même. C'est venir en aide à la population capoise, population pleine du Nord, population limonade qui eux-mêmes inondés en bas de l'eau. En attendant la concrétisation de ces promesses, la population doit continuer à vivre normalement. Certains expliquent avoir tout perdu. Nous nous perdu affaire nous toute affaire à Timon nous envie bouillon grain manger pour Timon nous pas capable pas côté pour nous mettre chaud pour nous ta faire. Eh bien nous sommes contents du fait que nous recevons lettre là petit bobo même c'est soutenir à soutenir. Les inondations dans le département du Nord ont causé 5 morts, 2 au Cap-Haïtien, 2 à Limonade et 1 à Limbé. Plus de 2400 maisons ont été inondées et presque autant de familles sinistrées. Pour l'heure, environ 7000 personnes sont placées dans des abris provisoires. Pour voler au secours des victimes, le ministre de l'Intérieur passera 3 jours dans le Nord à travailler avec les autorités locales. Parlons à présent économie. Lancement jeudi à Pétionville du fichier central à l'initiative de l'Office du management et des ressources humaines. Il s'agit d'un système intégré de gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique qui permettra de disposer d'informations fiables en vue de la prise de décision, indique le coordonnateur général de l'EMRH, également appelé système interministériel de gestion des ressources humaines. Le fichier central est déjà installé dans les ministères de l'Agriculture, de l'Éducation nationale, de la Santé publique, de l'Économie et des Finances, des Travaux publics, de la Justice et de la Sécurité publique et du Commerce, précise Uder Antoine. Ces 7 ministères représentent à eux seuls 65% des effectifs de la fonction publique. Le fichier central s'étendra aux autres institutions publiques d'ici en janvier 2015. Uder Antoine au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. C'est un système qui permet nous vraiment disposer d'informations fiables. Là, nous dit fiable, c'est information qui fidèle, qui reflète la réalité. Même qu'on ait fiabilité à tout, va dépendre de l'accompagnement, de l'encadrement que l'OMRH va bailler, de formation pour former personnel là pour bien maîtriser le système là. Et puis ça permet nous gagner en pile l'information sur répartition sectorielle effectif fonction publique là, sur localisation monde qui travaille dans l'état, côté dans qui ministère et qui boy travail, qui quantité dans nord, dans nord-ouest, l'ouest etc. Et là permet nous gagner des informations tout sur compétences qui sont disponibles dans la fonction publique là parce que jusqu'à présent nous connaissons c'est pas des informations qui sont disponibles, il y a pile ministère qui pas connaît en termes de ressources humaines qui ça au gain mais en termes de compétences et système ça permet nous joindre information ça avec en pile exactitude. Son système tout qui va permettre nous mieux planifier. Là nous dit nous besoin recruter 100 monde, 200 monde etc. ou a des arguments, ou a une base solide, une base objective pour prendre décision ça et c'est une justification très souvent le ministère finance demandé et ça va faciliter le travail ministériel pour être capable de justifier par le ministère finance là ils font budget mais pour qui ça besoin recruter tant monde mais qui bon tant monde ça va aller c'est parce que gon vite etc. ça permet de nous faire une plus bonne planification de effectifs nous capable besoin pour faire fonction publique là avancer. Signature vendredi d'un accord de don de 24 millions de dollars américains entre la ministre haïtienne de l'économie et des finances Marie-Carmel Jean-Marie et l'envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti, Mary Barton Duck. Il s'agit, selon la ministre Jean-Marie, d'un montant additionnel qui vient compléter un fonds de 85 millions de dollars géré par la Banque mondiale dans le cadre du projet Éducation pour tous en faveur d'Haïti.
Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre des priorités du gouvernement pour accroître la scolarisation et la présence des enfants à l'école dans les zones défavorisées et améliorer la qualité de l'enseignement, indique Marie-Carmel Jean-Marie au micro de Tom Dumont et de Jasmine Denis. Cet accord porte sur un montant de 24 millions de dollars qui va compléter un financement original de 85 millions de dollars. Comme vous le savez, l'éducation représente l'une des priorités importantes du gouvernement. L'éducation, pas seulement en termes de mettre les enfants sur les bancs de l'école, mais l'éducation en termes d'amélioration de la qualité de l'éducation et également de l'amélioration de la qualité de vie, non seulement des enfants qui vont à l'école, mais des parents qui doivent accompagner les enfants et qui constituent, je suppose, le palier le plus important dans la formation d'un enfant. Parce qu'avant d'aller à l'école, l'enfant il passe par le sein maternel. Et si la mère n'est pas en condition déjà de donner une éducation de qualité à son enfant, eh bien, la correction sur les bancs de l'école sera extrêmement difficile. Donc c'est pourquoi nous sommes toujours en discussion avec la Banque mondiale, non seulement pour nous aider à donner un accès plus important, d'avoir beaucoup plus d'enfants à aller à l'école, mais de nous accompagner dans un programme beaucoup plus global pour améliorer la condition de vie des parents d'abord qui mettent ces enfants au monde et qui doivent les accompagner et jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes voler de leurs propres ailes et devenir à nouveau à leur tour des parents. De son côté, l'envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti, Mary Barton Duck, a affirmé que ce financement additionnel permettra au programme Éducation pour tous d'atteindre des résultats concrets, tels donner la possibilité à plus de 420 000 enfants de milieux défavorisés d'inscrire dans des écoles privées sans frais de scolarité, améliorer le matériel de formation et de l'enseignement de la lecture. Mary Barton Duck a précisé que 110 000 étudiants recevront un repas chaud par jour. Elle a indiqué en outre que ce financement supplémentaire passera par le projet Éducation pour tous qui est mis en œuvre par le ministère de l'économie nationale et de la formation professionnelle. Barton Duck au micro de Tom Dumont et de Jasmine Denis. De frais de scolarité permettant aux enfants défavorisés de s'inscrire dans les écoles privées. Plus de 110 000 étudiants recevront une collation, un repas chaud chaque jour, ainsi que la vitamine A. Des services de dépersonnage seront aussi disponibles chaque année. En plus, l'amélioration du matériel de formation et de l'enseignement de la lecture et 160 salles de classe seront construites dans les écoles communautaires. Je voudrais remercier tout le partenariat mondial pour l'éducation qui soutient cet effort et féliciter les équipes du gouvernement et de la Banque mondiale pour le travail qu'ils ont fait pour boucler l'accord. Toujours éducation, nous enchaînons avec le ministre Nesmi Maniga qui accorde jusqu'au 31 décembre 2014 aux directeurs d'écoles privées qui sont également inspecteurs pour opter pour l'une de ces options définitives. Ces inspecteurs sont reprochés d'avoir monté des rapports biaisés en faveur de leur établissement. M. Maniga a profité pour justifier l'interdiction faite aux directeurs d'écoles préscolaires et fondamentales d'organiser des cérémonies de graduation en fin de cycle. Le ministre Nesmi Maniga répond aux questions de Dukenson Lazare. Le fonctionnaire ou inspecter l'école est difficile pour inspecter propre l'école pour. Et comme grand pile interprétation qu'on fait sur ce sujet qui par contre bon. Il y a des gens, il y a des parents qui comprennent si vous voyez petit dans l'école comme inspecteur, là il y a examen, là tout passé. Il y a des parents qui comprennent leur voyez petit dans l'école son directeur public, il y a un avantage par rapport à ça. Donc il n'est pas bon que nous mélanger fonction publique là avec rôle que un citoyen a rempli dans le privé. Donc c'est pour ça que nous avons un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour que les gens qui sont dans cette situation ça
font choix. Il doit faire choix privé, hein. Dans ce cas, il a libéré place là pour l'autre monde dans le public là. S'il fait choix arrêter dans le public là, côté que l'a a donné à 100% dans l'activité que l'État confie, que l'accepté fait, et que il ne peut pas le passer de manière déguisée tout à conjoint lui. Donc dans ce cas, le ministère a considéré position ça. M'a profité de l'opportunité de la presse bon matin tout pour que moi attirer attention parents yo. Le petit moun nan préscolaire, li nan fondamental, li nan secondaire, tout en pas qu'on en dernière année secondaire, ministère pas reconnaître activité que les graduations parce que c'est pour compétence que l'école s'a sanctionné, son activité qui t'a basé seulement si parents t'a voulu de manière volontaire et le ça nous pas empêcher que l'école prend photo ni font-ils fait tout petit mais ça que les graduations, yo pas demander l'argent pour ça réaliser. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a inauguré jeudi le lycée Charlemagne Péralte de Bélader dans le département du Centre. Ce projet qui a coûté plus de 46 millions de gourdes est financé par la coopération japonaise qui entend contribuer à l'amélioration du système éducatif haïtien. Reportage Florence Lisney et Yvon Seyid. Cette nouvelle construction marque un point sur la route du progrès de la commune de Bélader, s'est réjoui le directeur du lycée Charlemagne-Péralte, Arsène Etienne. Une réalisation qui traduit également le niveau d'intérêt que porte l'administration Martelly-Lamotte à l'éducation en Haïti. Ces locaux si soigneusement construits et aménagés vont permettre de faire un pas en avant, de réaliser un nouveau progrès dans le domaine de l'enseignement dans la commune et qui ne se réjouit pas de ce progrès. Permettre à la jeunesse de fonder sa culture sur une instruction solide est une obligation évidente. Arsène Etienne a profité de la présence du ministre de l'Éducation nationale à la cérémonie d'inauguration du lycée pour présenter le cahier de revendications de son staff. Nous avons besoin seulement de nomination d'enseignants et d'enseignantes pour résoudre le problème de ces enfants. Ces élèves souhaiteraient bénéficier de votre part, Monsieur le ministre, un ou plusieurs autobus leur permettant d'assurer quotidiennement le transport. Nous avons également besoin de petits transformateurs nous permettant de bénéficier du courant de ville. Des doléances sur lesquelles le ministre de l'Éducation nationale promet de réfléchir. En effet, Nespi Maniga annonce qu'il va prioriser Bélader parmi les villes sélectionnées pour accueillir la nomination de 500 personnels de l'éducation au cours de ce mois de novembre. Nous annonçons formellement déjà que chaque mois, nous sommes capables de mettre dans le budget encore 500 nouveaux monde dans le système éducatif là, novembre, décembre, janvier, jusqu'à ce que finaliser l'ISA. Donc c'est très clair que nous allons prioriser Bélader, lycée ça, dans la liste mois novembre qui va sortir. Quoique satisfaits du nouveau cadre où ils seront désormais installés, les lycéens ont quand même exposé des griefs. Les élèves en classe terminale sollicitent du ministre de la formation professionnelle qu'une école professionnelle soit ajoutée au lycée. Moi, je suis bien. Mais ça, pourquoi je suis bien seulement, c'est parce que moi, en philo, je ne sais pas en moi-même, je finis avec l'étude classique, ça qui s'en va. Nous venons l'école là, qui ça et le gouvernement nous même lui penser pour nous. Pour nous en haut, non seulement des coincé, des chaleur, et puis des centre toilette tout qui était vraiment pas nos problèmes. Et qu'on y a là, nous vraiment nous sentir nous bien. On a demandé si on était qu'à aider nous, si on était qu'à favoriser le plus l'université, pour plus bon pour nous. Délégué par le ministère de l'Éducation nationale, le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD a réalisé la construction du lycée Charlemagne-Péralte de Bélader. Cette nouvelle structure comprend 8 modules hébergeant 6 salles de classe, une administration, une bibliothèque, un réfectoire, un bloc sanitaire et une scène en plein air. Doté d'un laboratoire d'informatique équipé d'une quinzaine d'ordinateurs avec accès à Internet, cet établissement scolaire public fonctionne en 2 vacations, matin et soir. La construction et l'équipement du lycée Charlemagne-Péralte de Bélader sont financés par la coopération japonaise pour un montant total de 46 392 280 gourdes.
La suite du journal après la pub. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'autre gagne. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossisse, li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est li celle qui va manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. De retour à l'actualité, dossier santé à présent, la première dame de la République, Sophia Martelly, et la ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, ont inauguré le mardi 4 novembre l'hôpital La Providence des Gonaïves. Cet établissement moderne, qui sera un centre de référence, est financé par l'Agence canadienne de développement via le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. Il s'agit d'un investissement canadien d'environ 30 millions de dollars pour la construction, l'équipement et la mise en œuvre d'un programme d'appui à la gestion de l'hôpital. Dans son discours de circonstance, la ministre Florence Duperval-Guillaume s'est réjouie que le département de l'Artibonite dispose d'un établissement de santé de grande envergure. Elle espère que la population y bénéficiera grandement. Le docteur Florence Duperval-Guillaume. Depuis le 18 septembre 2004, ont accepté de travailler dans des conditions extrêmement difficiles au niveau d'un hôpital de secours qui pendant 10 ans fut en réalité un hôpital de secours presque permanent et donnait même l'impression de devenir un hôpital permanent de secours. Vous avez toute mon admiration pour autant de sacrifices consentis. Merci à vous tous, chers partenaires, chers amis, d'être avec nous encore ici, une fois, pour écrire une nouvelle page d'histoire
de la santé publique en Haïti. Puisse Dieu continuer à nous garder, à nous protéger, à nous éclairer dans notre mission qui n'est pas autre chose que de continuer à sauver des vies. Merci. D'une superficie de 10,380 mètres carrés et d'une capacité de 200 lits, le nouvel hôpital La Providence comprendra entre autres 4 blocs d'hospitalisation, un bloc chirurgical, une maternité, une unité de soins intensifs particulièrement pour les nouveau-nés, un service d'urgence, un laboratoire et une pharmacie. Grâce à un don du Mexique de 2,5 millions de dollars, 4000 mètres carrés de panneaux solaires fourniront 200 kW pour alimenter 4 zones prioritaires de l'hôpital, dont le service des urgences. Les déclarations de la première dame Sophia Martelly en la circonstance au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Jodia, l'hôpital La Providence a une capacité et possibilité pour goumer contre un pile maladie qui fait rage. Il y a une possibilité tout pour combattre l'épidémie. Assurer que la population toujours une bonne information dans façon pour gérer tête pour ne pas attraper n'importe maladie, pour bailler programme social, l'État gagne pour mesdames ak timoun bon jan bourade et puis bailler bon jan soin à tout le monde qui t'a fait accident sur route nationale numéro 1 à toute zone qui entoure li yo. Moun ko naïf mwen yo, population département la Tibonite, messieurs dames, c'est avec un pile satisfaction, un pile qui est content, un pile plaisir moi vini ici jodi a la caille moi nan Gonaïve pour m'inaugurer ensemble avec nous l'hôpital La Providence là jodi an jour fête Saint-Charles. Inaugurer un hôpital qui là pour garantir la santé pour tout le monde toujours faire m'koué nous sous bon chemin pour nous river mettre camper toutes conditions possibles côté tout petit pays qu'a développer toute capacité yo, toute intelligence yo pour permettre au pays de décoller tout bon vrai. Nous venons remettre nous l'hôpital ça aujourd'hui, qui permettre nous protéger la vie famille nous et toute petite nous. Yon gens pour nous gagner force et santé pour nous construire avenir nous avec plus confiance, plus assurance, plus dignité. Parlons à présent culture. C'est à la romancière haïtienne Yannick Laens que le prix Femina a été attribué ce lundi pour son roman Bain de lune, aux dépens de Marie-Hélène Lafont et son roman Joseph. Le prix Femina a été créé en 1904 pour protester contre l'attribution systématique du Goncourt à des auteurs masculins. Son jury est exclusivement féminin. La Camerounaise Léonora Mialo avait remporté le prix en 2013. Le prix Femina étranger a quant à lui été décerné à l'auteure israélienne Zerouia Shilavpour. Son roman Ce qui reste de nos vies, qui explore les liens parents-enfants. À l'étranger, élection de mi-mandat aux États-Unis. Mardi, les Républicains ont raflé au moins 52 des 100 sièges du Sénat, un gain d'au moins 7 sièges, une première depuis 1980. Ils consolident aussi leur contrôle de la Chambre des représentants avec une majorité à la Chambre basse la plus large depuis les années 30. D'aucuns parlent déjà de cohabitation difficile pour les 2 ans restants de la présidence de M. Obama, qui voulait obtenir un accord sur le nucléaire iranien ou encore réformer l'immigration, 2 dossiers inacceptables pour les républicains. Reportage Euronews. Quelle fin de mandat pour Barack Obama. Le président voulait obtenir un accord sur le nucléaire iranien ou encore réformer l'immigration, 2 dossiers inacceptables pour les républicains. Envers et contre tout, le président des États-Unis fait bonne figure. En tant que président, j'ai la responsabilité unique de faire en sorte que le gouvernement fonctionne. Je dis à tous ceux qui ont voté, sachez que je vous ai entendu, et aux 2 tiers de ceux qui ne se sont pas prononcés, je vous ai également entendu. Le Congrès républicain devrait soutenir la politique commerciale du président. En revanche, les conservateurs risquent de freiner la plupart des dossiers engagés par Barack Obama en termes de politique extérieure. Mitch McConnell, probable futur président du Sénat républicain. Je suis confiant, mais j'attends des preuves de bonne volonté. Les Américains ont parlé, ils nous ont donné un gouvernement divisé. La question pour le chef de l'État, le président de la Chambre des représentants, moi-même et les autres membres est: qu'allons-nous faire maintenant ?
Une seule chose est sûre, la fin de mandat de Barack Obama sera très difficile. Le résumé de l'actualité, mesdames, messieurs. Les 6 entités de l'opposition politique sont attendues par le président de la République à l'hôtel Caribé à Pétionville le 12 novembre prochain dans le cadre des consultations politiques visant à trouver une issue à la crise préélectorale. Jeudi et vendredi de cette semaine, Michel Martelly a reçu des représentants du secteur dit populaire ainsi que 14 représentants de la société civile. Bras de fer entre l'exécutif et le législatif, le directeur général de la PNH a boudé la convocation de la commission justice et sécurité du Sénat ce mercredi, pourtant déjà reportée à 2 reprises. Un geste interprété comme une déclaration de guerre par les membres de la commission qui ont fixé une nouvelle convocation au 19 novembre prochain. Dans l'actualité également, le bilan partiel des inondations provoquées par les récentes averses sur le département du Nord fait état de 6 morts, plus de 14 000 maisons inondées et autant de familles sinistrées. Le gouvernement mobilise 34 millions de gourdes pour apporter de l'aide. Le président de la République et le Premier ministre se sont rendus dans le département du Nord jeudi pour constater l'ampleur des dégâts et coordonner l'aide gouvernementale aux sinistrés. Signature vendredi d'un accord de dons estimé à 24 millions de dollars américains entre la ministre de l'Économie et des Finances et l'envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti. Un financement additionnel destiné à soutenir le projet Éducation pour tous du gouvernement haïtien. Et puis, inauguration ce mardi de l'hôpital La Providence des Gonaïves par la Première Dame et la ministre de la Santé publique. Le Canada a financé la construction, l'équipement et la mise en œuvre d'un programme d'appui à la gestion de cet hôpital à hauteur de 30 millions de dollars environ. C'est la fin de cette édition de 56 minutes synthèse. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.